je l'ai toujours dit, le prochain président doit aller un peu au-delà. Le vote à l'Assemblée nationale doit changer. Doit changer pourquoi? Doit changer parce que, pardon, l'ordonnance, il faut qu'on mette fin à l'ordonnance dans notre pays. L'ordonnance, ça veut dire que l'Assemblée nationale se dessaisit de la possibilité d'examiner ce qu'on appelle la loi de finances corrective. On appelle ça le correctif budgétaire. Correctif budgétaire. Ça veut dire qu'on corrige le budget, on estime que, bon, voilà, on avait fait des prévisions d'impôts, de recettes qui ne tiennent pas la route, et comme ces recettes ne seront pas au rendez-vous, peut-être à cause de la crise du Covid, ou peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour que les industries tournent, on revoit au rabais les prévisions de recettes, alors on décide d'augmenter le prêt. À partir de ce moment, le Parlement camerounais, puisque Paul Biya a décidé par ordonnance, dit que elle renonce à examiner la raison pour laquelle on procède à une ordonnance. Et elle remet tous ses pouvoirs au président de la République. Et le président de la République, en ce moment, rédige une loi de correctif budgétaire, de budget, et la promulgue directement sans passer par le vote au Parlement. Parce que je rappelle qu'avant qu'une loi soit votée au Parlement, avant qu'une loi soit promulguée par le président de la République, elle doit d'abord être votée, examinée, débattue et votée au Parlement avant d'être votée. Dans le cas d'une ordonnance, le Parlement décide directement sans passer par le président de la République. Ça, il faut bien le comprendre. C'est très important. Hein, c'est très important parce que c'est pour ça que vous voyez que je suis foncièrement contre le boycott des élections. Parce que quoi qu'on dise, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous apprenez sur les bancs de l'Assemblée nationale à gérer les affaires de la République. Vous allez dans les communes, vous apprenez sur les bancs du conseil municipal comment on gère les affaires dans une commune. Alors, quand vous boycottez, vous restez au quartier pendant 15 ans, alors là, ça veut dire que vous ne faites plus la politique. Vous avez un autre agenda. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Non, le Parlement a donné mandat au président de la République pour faire une loi de finances corrective. La loi de finances corrective a été votée. Et qu'est-ce qu'on voit dans la loi de finances corrective au Cameroun? La loi de finances corrective relève le plafond de la dette, je crois, à 1000 milliards. Je peux me tromper, mais je peux me tromper, je dis bien. Mais à 1000 milliards pour la dette intérieure et à 400 milliards pour la dette intérieure et à 1000 milliards pour la dette extérieure. Donc, à 400 milliards, le Cameroun a lancé un emprunt obligataire de 382, donc 400 milliards de francs. Apparemment, il aurait obtenu 376. Ça veut dire un peu, environ 45% de cet argent. Et le plafond de la dette extérieure, le président de la République a demandé à la banque Rothschild de lancer un emprunt obligataire de trouver 200 milliards en devises donc pour essayer de combler, comme vous pouvez voir, bon, en espérant que la Chine, comme on dit en anglais, défère, ça veut dire que diffère encore le paiement de la dette qui lui est due, parce que beaucoup de dettes chinoises arrivent, sont échues. Échues, ça veut dire qu'il est temps de commencer à payer. Je voulais bien faire cette précision-là, parce que ça permet de bien comprendre. Bon. Maintenant, on s'aperçoit, et c'est là où j'ai des divergences avec les économistes camerounais. Je ne doute pas qu'ils soient outillés pour comprendre. Mais je leur dis simplement que quand on fait l'économie, il faut être moins atalacoutiste. On en revient à l'éthique. Vous faites l'économie, vous savez, quand moi j'aime beaucoup lire la littérature politique. J'ai regardé le documentaire de Bernard Debré en France. Non, quoi? Bernard Debré, celui qui avait été ministre de l'Intérieur en France. Je crois que c'est Bernard Debré, je crois. Je peux me tromper. C'est Bernard Debré. Et Bernard Debré, lui, dit, quand Jacques Chirac l'a nommé ministre de l'Intérieur, Jacques Chirac lui disait, quand tu viens me voir, ne parle pas de ce qui va bien. Parle-moi de ce qui ne va pas bien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ici aux États-Unis, j'ai lu également Bill Clinton, quand il avait embauché, je crois que c'est Rahm Emanuel, ancien maire de Chicago, comme secrétaire général à la Maison-Blanche, il lui a dit, chaque fois que tu viens me voir, parle-moi de ce qui ne va pas. Parce que si tu n'arrives pas à me parler de ce qui ne va pas, je vais vous virer tous. Et même s'il faut que je mette un ordinateur là, pour que c'est l'ordinateur qui me dise ce qui ne va pas, je vais le faire. Donc, ici aux États-Unis, ce qu'on apprend aux économistes, c'est résister à la pression des groupes d'intérêt, la pression de cession. On dit voilà, un économiste, c'est celui qui dit, et d'ailleurs, quand vous lisez
vous écoutez les Larry Summers, les Jeremy Rifkin, tous ces grands économistes américains-là, ils n'ont pas que des amis, hein, je veux dire, d'ailleurs, ils n'ont même pas d'amis, beaucoup, parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils pensent. Alors que chez nous, très souvent, les gens disent ce qui arrange les gouvernants et ils se retiennent de dire. À partir de ce moment, ce qui est dit dans l'espace public est biaisé. Et ce n'est pas si un hasard si dans notre chaîne-là, la moitié ou un peu plus la moitié de ce que nous disons est regardé dans une ville comme Yaoundé. Ben, parce qu'évidemment, quand c'est sur les plateaux de télé, les gens ne leur disent pas ce qui ne va pas. Vous comprenez? Donc, ok, merci, Jean-Paul. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est la suivante, c'est est-ce que parce que, comme on dit en anglais, debt ceiling, est-ce que l'augmentation du plafond de la dette au Cameroun a la même signification que l'augmentation du plafond aux USA? D'abord, je vous ai expliqué comment l'augmentation du plafond de la dette se fait au Cameroun par ordonnance. Je vous ai expliqué pourquoi l'augmentation du plafond de la dette se fait aux États-Unis, au Cameroun. C'est pour régler la question du déficit budgétaire. Aux États-Unis, certes, il y a aussi le déficit budgétaire, mais l'endettement normal de l'État lui permet de combler ce déficit budgétaire. Les ressources additionnelles que l'État ne... Je prends un exemple. Quand vous voyez aux États-Unis, j'entends souvent les gens dire « Oh, vraiment, le budget des États-Unis est en déficit. » Si aux États-Unis, par exemple, l'administration fiscale fait ce qu'on appelle... L'administration fiscale aux États-Unis fait ce qu'on appelle un settlement. Ça veut dire qu'ils viennent vous contrôler, ils estiment que vous deviez payer, vous êtes une entreprise, vous deviez payer 7 millions de dollars d'impôts, vous n'en avez payé que 4, et qu'il faudra que vous payiez 3 autres avec des pénalités, par exemple, de 1 million de dollars. Avec des pénalités amendes d'1 million de dollars, ça fait 4. Donc, quand vous négociez, vous dites, bon, ok, ça va être 3,5. Les 3,5 là, ils peuvent vous donner, par exemple, 10 ans pour payer. Ça veut dire que vous allez payer 350 000 dollars par an jusqu'à 10 ans. C'est ce qu'on appelle un settlement. On appelle ça un settlement. Bon. Maintenant, le settlement en question, si le gouvernement américain, par exemple, il y a des settlements où on va vous dire, bon, je ne vais pas donner le nom des compagnies là, vous voyez une compagnie qui a une capitalisation boursière de 3 000 milliards, qui a 1 500 milliards de réserves dans ses comptes, et qui a un settlement qui lui permet de payer une dette de 6 milliards de dollars en 20 ans. Ça veut dire qu'elle va donner quoi? Elle va donner divisé par 10, 600 millions, divisé par 2, 300 millions par an. Alors que en faisant comme ça, elle pourrait payer cet argent-là. Bon. Mais comme on dit aux États-Unis, personne ne maîtrise la conjoncture économique. La conséquence, c'est que si l'État, par exemple, quand vous voyez le déficit budgétaire de l'État, si on vous dit, par exemple, le déficit budgétaire de l'État aux États-Unis, c'est 100 000 francs, sachez que le settlement qu'elle a fait avec les entreprises dehors lui permet de récupérer 1 million. Donc, ça veut dire qu'elle a 10 fois plus d'argent dehors qu'elle pourrait récupérer. Donc, si elle veut combler, elle aura ce qu'on appelle un déficit surplus. Donc, ils ont de la marge. Ils ont énormément de marge entre l'argent que les gens leur doivent dehors, entre l'autorisation que s'ils autorisent, par exemple, l'exploitation de tel truc de pétrole, investissement de 30 milliards, on voit bien que peut-être 3 milliards vont entrer dans les caisses d'État. Ils ont de la marge. Mais généralement, ils laissent cette marge-là pour ne pas étouffer les opérateurs économiques. Bon. Donc, ça veut dire que d'abord, le déficit budgétaire aux États-Unis n'en est vraiment pas un. Parce que quand vous regardez les settlements, je ne prends rien que ça, hein, je ne prends même pas d'autres ressources qu'ils pourraient avoir en autorisant certains investissements. Généralement, le déficit budgétaire, ce n'est même pas 5% de ressources additionnelles que l'État pourrait avoir. Mais comme on dit ici, là, il défère. Défère, ça veut dire il étale la durée pour que ça ne vienne pas tout de suite et que ça ne plombe pas un peu l'économie. Parce que la priorité, c'est l'investissement. Ça, c'est de 1, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, première chose, il faut bien le marteler. Première chose. Deuxième chose, aux États-Unis, la manière dont la dette, ce qu'on appelle le debt ceiling, la manière dont la dette est l'augmentation du plafond de la dette est adoptée aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Donc, vous avez vu l'augmentation du plafond de la dette aux États-Unis.
dans un contexte de cohabitation. Le président reçoit le président du Sénat, Mitch McConnell, il reçoit le président du Congrès, voilà, ok. Il reçoit McCarthy, Kevin McCarthy, qui est le président du Congrès, mais du côté des Républicains. Mais le président reçoit aussi le président du Congrès. Non, attendez, il faut que je ne dise pas de bêtises. Le président reçoit Mitch McConnell, qui est le leader de la minorité non républicaine au Sénat. Le président reçoit Kevin McCarthy, qui est le président de la majorité républicaine au Congrès et qui est donc le président du Congrès. Ça fait 2 du côté républicain. Et le président reçoit du côté démocrate Hakeem Jeffrey, qui est le président de la minorité démocrate au Congrès. Et il reçoit Chuck Schumer, qui est le président de la majorité démocrate au Congrès. Donc, ça fait 4. Il a toujours en face de lui 4. Les 2 sont assis dans le canapé de droite, les autres sont assis dans le canapé de gauche et ils discutent. Ils discutent. Eux, ils viennent avec leur plan, le président vient avec son plan et ils s'asseyent ensemble, ils font un compromis. En l'occurrence, dans le dernier debt ceiling, les républicains estimaient qu'il y avait beaucoup d'avantages qui étaient consentis aux travailleurs, beaucoup d'avantages qui étaient consentis aux travailleurs démocrates, c'est quoi? Beaucoup d'avantages qui étaient consentis à des travailleurs démocrates, non, à des personnes dues au Covid et qui faisaient que certaines personnes peut-être n'étaient pas poussées à sortir pour aller travailler. Donc, ils ont réduit cela. Le président a accepté que cela soit réduit. Sur d'autres, il a mis son veto. Et à partir de ce moment, ils ont autorisé le debt ceiling. Voilà. Donc, ça s'est débattu. Et quand c'est débattu, d'ailleurs, ceux qui avaient vu les vidéos de la première rencontre entre le président et les républicains, vous avez vu que Mitch McConnell n'était pas d'accord avec McCarthy. Et il a dit, voilà, je ne suis pas d'accord, ça ne dépend pas de moi, je n'ai rien à faire dans cette affaire, ça dépend du président du Congrès et ça dépend du président de la République. Une fois que le président du Congrès, le président de la République trouve un accord, nous, on va voter systématiquement. Il a dit la première fois, la deuxième fois, il s'est même fâché, il est parti. Et les autres Schumer, pour éviter qu'il y ait l'électricité dans l'air, et Hakeem Jeffrey sont partis. McCarthy est resté dire à la presse, non, voilà, on va travailler avec le président, il n'y aura pas de forclos, parce qu'on comprend que ça engage les citoyens américains, on va travailler avec lui pour que ça passe, voilà, pour que la dette ceiling passe. Donc, d'abord, ici, si le Congrès met son veto, rien ne passe. Alors qu'au Cameroun, l'Assemblée nationale, le Sénat, concède leur pouvoir au président, donc, mandat le pouvoir de décider, le président de décider par une ordonnance. Ça, c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas débattu. Ici, les députés investiguent, convoquent le secrétaire au Trésor, qui est comme le ministre des Finances, lui pose des questions, envoie des commissions là-bas, poser des questions, créer des groupes de travail privés qui ne sont pas des hearings publics, débattent, comprennent, etc., etc. Ils vont rencontrer le président, discutent, etc., etc. Le président vient avec son plan, on discute, on trouve un plan. Ce que je veux dire, c'est que l'augmentation de le debt ceiling ou bien du plafond de la dette aux États-Unis obéit à une logique économique, alors que chez nous, elle obéit à une logique purement comptable. C'est ça qui est la différence. C'est la différence. L'augmentation du plafond de la dette au Cameroun obéit à une logique comptable. L'augmentation du plafond de la dette aux États-Unis obéit à une logique économique. J'explique ça simplement. Le problème chez nous, c'est que, comme je l'ai dit, avant, le Cameroun couvrait ses dépenses de fonctionnement, couvrait même ses dépenses d'investissement et empruntait pour payer sa dette. Après, parce que la population, les besoins augmentent, on s'est retrouvé dans une situation et que l'économie s'est affaissée, on s'est retrouvé dans une situation où le Cameroun emprunte pour payer sa dette et financer les dépenses d'investissement. C'est pour ça que chaque fois que vous entendez, oh, il y a une route, oh, on a pris à la Banque mondiale, oh, il y a un pont, oh, on a pris, etc. Oh, ça ne va pas, on n'y a plus de devises dans les banques, oh, on a emprunté au Fonds monétaire, etc., etc.
Donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là où le budget d'investissement, les dettes sont payées par l'endettement